En fait, j'ai toujours eu peur de me reconfronter au Pacte. Le Pacte avait été le premier film étalonné numériquement en France. Et quelque part, on avait un peu essuyé les plâtres d'une technique qui aujourd'hui est très répandue et très souple, mais qui à l'époque était un peu lourde, en fait. On avait un peu ramé pour faire l'étalonnage du film, spécialement sur les plans d'effets spéciaux, je m'en souviens très très bien. Et d'une certaine manière, j'avais toujours eu peur de me reconfronter au Pacte. En plus, c'est un film qui est très découpé, il y a 3000 cuts de montage. Et donc, bon, c'est... Voilà, quand on me disait, tiens, il faudrait peut-être qu'on fasse un nouveau master du Pacte et tout, j'étais là, je disais, bon, là, on va voir, on va voir. Et puis, il y a eu ce moment... très particulier où on m'a dit bon voilà ça y est on va faire le 4K et on va pas le faire puisque c'était un étalonnage numérique, on va repartir du négatif original. Alors je leur ai dit d'accord, ok, est-ce que je peux revoir le film? Ils m'ont dit oui, on va organiser une projection en 35 mm d'une vieille copie standard du film. Et j'avais pas vu le film depuis 20 ans. Donc je me suis pointé un matin au Grand Action et j'ai revu le film. Et c'était la première fois que je voyais le film sans avoir le making-of dans la tête. Où je pouvais regarder mon film en me disant alors comment c'est ça, comment c'est le Pacte aujourd'hui. Et il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. Le fait que l'intrigue fonctionnait très bien. Mais surtout, ce qui m'a frappé, et d'une manière effectivement beaucoup plus personnelle, c'est le nombre de gens qui avaient disparu entre-temps et qui étaient devant ou derrière la caméra. Et c'est vrai que j'ai revu le film en me disant il faut que ce film, voilà, pour tous ces gens qui m'ont aidé à le faire, il faut qu'il soit le mieux possible. Et j'ai dit ok, on va lancer ça, on va lancer le 4K. Tout était superbe. Et évidemment, quand je disais ça, je pensais moins à mon travail qu'au travail du chef opérateur, Dan Losten, qui en fait avait produit une photographie absolument superbe et qui n'avait jamais besoin d'être rattrapé. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu besoin de rattraper aucun plan. Le négatif était superbe. Il révélait des détails que j'avais moi-même oubliés. Par exemple, le fait que j'avais fait confectionner des verres de contact de couleurs différentes pour les yeux de Monica Bellucci, personnage multifacette que je voulais effectivement changeant. Donc, brusquement, je revoyais sur l'écran cette attention qui s'était perdue dans la version standard, où je voyais qu'elle avait les yeux argent, ou les yeux bleus, ou les yeux noirs, selon les scènes, etc. Et le fait de voir le film, de redécouvrir tous ces détails que j'avais essayé d'y mettre, de voir renaître en fait tous les gens qui avaient participé au film, de voir leur bouille et leur carnation de peau, etc., et de les voir revivre à l'écran, tout ça, ça a fait que ça a été une expérience à la fois émouvante et très, très euphorique, en fait. Le film, il va avoir une patate qu'il n'a jamais eue avant. Et donc on a été très heureux en fait de faire ça, alors que bêtement au départ, et je suis obligé de l'avouer pour être franc, mais j'avais une espèce de crainte en fait de me réattaquer à ce film, de devoir m'y reconfronter. C'est peut-être dû aussi au fait que le film avait été lancé comme un film événement, d'ailleurs ça a largement contribué à son succès, mais que c'était le film de toutes les outrances, c'était le film de tous les dépassements, c'était le film qui allait changer l'industrie du cinéma français, de tous les espoirs. Il y avait les gens qui voulaient absolument que ce film marche, il y avait les gens qui voulaient absolument que ce film se plante, etc., etc., etc. Puis le film ensuite a eu un succès très important, qui a fait que après, pendant des mois et des mois, tous les gens qui m'abordaient avaient une opinion très dure, très brutale, même positive sur le film. Ce film marquait quelque part la fin de ma tranquillité de cinéaste. Quand j'avais fait Crying Freeman, j'avais fait un film que tout le monde aimait. C'est-à-dire que c'était un petit film que personne n'avait vu venir, avec des inconnus, qui avait eu juste un super bon succès, 900 000 entrées, donc tout le monde était copain avec ce film. Donc c'était super, je me disais formidable. Voilà, le Pacte des loups, c'était pas du tout comme ça. Le Pacte des loups, c'était vraiment... je dois le dire, il y a des gens pour qui ce film est devenu culte, mais il y a des gens qui ne m'ont plus jamais adressé la parole après avoir vu le film. Ce que je veux dire, parce que simplement, ils détestaient le film. Mais ils le détestaient pas en tant que tel, ils détestaient l'idée et la réputation qu'avait ce film. Je veux dire, on m'a beaucoup dit que c'est un film, ça c'est une vieille rengaine française, que c'est un film qui avait pris le succès de films qui auraient été plus méritants. Je veux dire que on se souvient tous de l'anecdote de l'As des As devant Trois Chambres en Ville.
ok, une chambre en ville. C'est-à-dire que à l'époque, des gens avaient attaqué l'As des As en disant que ça volait le succès du film de Demy. Mais c'est un peu ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir commis un méfait vis-à-vis de l'industrie française du cinéma. Et donc, progressivement, c'était installé chez moi le fait que, voilà, j'aimais bien parler du film à l'étranger parce que le film avait très bien marché à l'étranger, mais les gens l'avaient regardé pour moi comme il fallait le regarder, c'est-à-dire comme un film d'aventure exotique, étonnant, qui essayait de faire, qui essayait d'être Il était une fois en France comme Tuark faisait Était une fois en Chine. Quoi. J'avais fait de la France un pays exotique, une terre d'heroic fantasy, etc. Et c'était comme ça que j'avais pensé le projet. Mais en France, c'était des débats interminables sur est-ce que tu avais le droit de changer ça, est-ce que tu avais le droit de faire ci, est-ce que tu avais le droit de faire ça. Et je veux dire qu'au bout d'un moment, ça avait été pesant, en fait. Ça avait été pesant. Mais il y avait une force de proposition dans le cinéma français à cette époque qui était incroyable. Parce que la même année, tu oublies aussi La vérité si je mens numéro 2. Donc tout ça est sorti en l'espace de 2 mois. C'est-à-dire qu'il y avait une attitude dans le cinéma français que je trouvais très bénéfique parce que très conquérante. C'est-à-dire que le cinéma français s'adressait à un public qui pouvait, le même trimestre, aller voir des propositions très singulières de cinéma, de comédie. Amélie Poulain, c'était une proposition réellement singulière, mais également voir une grosse comédie comme Le Placard, Sociétal, puis le Pacte des loups, etc. Et je trouvais que c'était une période assez formidable et assez saine du cinéma français, en fait. Où il y avait quelque chose, quoi. Et puis les films français voyageaient à l'étranger. Je me souviens très bien, j'ai montré le film à Toronto au TIFF. D'ailleurs, l'année où il y a eu le 11 septembre, on est resté bloqué là-bas ensuite à cause du 11 septembre. Mais je me souviens très bien que Amélie Poulain était montrée aussi à Toronto. J'avais croisé Jean-Pierre Jeunet dans les couloirs et il m'avait dit, tu sais pourquoi nos 2 films font la une de tous les journaux ? C'est parce qu'on montre la France. Et j'ai jamais oublié ce mot qu'il m'a dit dans un couloir donc du Festival de Toronto. Il avait raison, en fait. On montrait la France. Lui, il montrait évidemment la France des petits quartiers de Paris, de Montmartre et tout. Et moi, je montrais les châteaux, je montrais les paysages de France, etc. Et c'était une manière conquérante, je pense, de mettre le cinéma français sur la carte du cinéma du monde. Aujourd'hui, c'est fini, quoi. Aujourd'hui, c'est fini. Il y avait un édito dans un journal de cinéma qui est sorti au moment, peut-être 2 mois après la sortie du film, et qui disait quelque chose là aussi, dont je me souviens, qui est comment est-ce possible qu'un film fasse autant d'argent en France et ailleurs et qu'il n'engendre rien ? Comment est-ce possible ? Et oui, je trouve que c'est une analyse très, très étonnante parce qu'il est clair que si Le Pacte des loups avait été un film italien au milieu des années 70, je peux te dire qu'ils en auraient fait 600 derrière. Hein. Mais ce qui est marrant, c'est que le film a été copié. Par exemple, il y a des films de Hong Kong qui ont copié des scènes du Pacte. Il y a un film de Hong Kong qui existe, fait en plus par quelqu'un dont je me revendique. C'est un film qui s'appelle Iron Monkey 3, qui est réalisé par Liu Xiaoliang, qui était le chef chorégraphe de La Rage du Tigre, dont Le Pacte des loups est un remake secret. Il me copie une scène avec les mecs avec les manteaux, et quand j'avais vu ça, je dis retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. C'est-à-dire le fait d'être copié par un mec qui a été pour moi le symbole d'un cinéma que j'ai voulu absolument adapter avec Le Pacte des loups, c'était vraiment excitant, quoi. Mais curieusement, en France, je crois que je pense que le film était jugé trop complexe, trop difficile à faire. Je pense que le vrai fantasme du cinéma français, c'est Le Gendarme de Saint-Tropez. Ça reste ça. C'est-à-dire un film avec 5 comiques fabuleux, habillés en gendarme, le cul dans le sable, tourné en quelques jours et qui fait 15 millions d'entrées. Je pense que c'est le fantasme ultime. Je crois que Le Pacte des loups, c'était un film qui avait fait peur à la profession, en fait. C'est-à-dire qu'on se disait, mais on est obligé de faire des films comme ça, avec ce fast, ces mouvements de caméra, tout ça. Je pense qu'en fait, le film était hors norme, et il était spécialement hors norme dans le cinéma français. Et je crois que le film a pu exister à cause de la concordance de 2 choses. D'une part, chez Canal+, qui venait d'acquérir Universal, il y avait cette volonté de renvoyer à Universal l'idée que les Français pouvaient faire des blockbusters.
Ça, je pense que ça a beaucoup joué dans le green light du film. Vraiment. D'autre part, le film était produit et vendu à l'étranger par Samuel Hadida, qui était le producteur le plus cinglé qu'ait jamais connu le cinéma français et qui a littéralement s'est emparé de cette idée folle et a vendu le film partout. Et le film correspondait aussi à ses goûts de cinéma, aussi parfois à son goût pour le danger en matière de production, etc. Je crois que Samuel, c'était ça. Et je crois qu'il fallait un producteur suffisamment cinglé pour faire un film comme ça. Donc je crois que la concordance entre la volonté d'expansion de Canal+ à ce moment-là et la personnalité fracassante, baroque de Samuel Hadida a fait que le film a pu exister. C'est pas seulement le rêve que j'avais en tête qui a existé, il fallait aussi à un moment donné qu'il y ait des gens pour greenlighter et avalider ce truc cinglé, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que le film à mon avis, fonctionne. C'est parce que ça soit le distributeur, le producteur ou le réalisateur, ils font quelque part le même film. Mon analyse personnelle de l'échec de Blueberry, qui a été d'ailleurs l'un des films qui a suivi le succès du Pacte des loups et qui a essayé de faire quelque chose dans la veine du Pacte des loups, c'est parce que, et ça j'ai pu le juger en rencontrant les différents partis, c'est que le distributeur, qui était UGC, le producteur Thomas Langman et le réalisateur Yann Kounen ne faisaient pas le même film. Ils n'avaient pas le même film en tête. Et c'est dommage. Mais je crois que c'est pour ça que le film n'a pas fonctionné. Alors que, quelque part, l'adéquation, l'harmonie que j'avais avec Samuel, par exemple, et la confiance que m'avait donné Canal+, on produit le miracle commercial du Pacte des loups. Le film ne pouvait être à l'écran que cet objet de plaisir fait dans une espèce d'euphorie totale et que le public forcément a senti. D'abord, le film est adapté une vieille légende de la culture française. Donc, une légende, une histoire. Parce que la bête Gévaudan a existé, quel qu'ait pu être cet animal. Et donc, d'une certaine manière, il y a toute une génération, notamment celle de mes parents, qui avait envie de voir le film à cause de ça, parce que c'était resté dans les mémoires. Donc, le film parlait aux gens d'une manière culturelle. Mais le film aussi, et d'ailleurs c'est amusant, parce que les gens qui voient la nouvelle version, ils me parlent surtout de ça. Le film transportait aussi des thèmes sur la protection des animaux, le chamanisme, évidemment la fracture française, l'aversion pour le radicalisme, etc., qui sont encore aujourd'hui d'ailleurs au cœur du débat. Et je pense qu'il y a une génération plus jeune qui a été percutée par ces thèmes-là. Donc il y en avait un peu pour tout le monde. Et puis par-dessus, il y avait cette espèce de gros glacis, de trucs cinglés, l'opulence du film. Je veux dire, le fait que chaque séquence, même des séquences où deux personnes se parlaient, voulait être spectaculaire. Il fallait chaque fois trouver un truc pour que tout soit énorme. Et je crois que c'est cette volonté et le fait qu'aussi qu'en France, à l'époque, on ne connaissait pas, on ne faisait pas de blockbuster. On n'avait pas l'esprit blockbuster. Alors que quand le film a été fait, moi je l'ai fait vraiment comme un blockbuster. C'est-à-dire où j'ai dit chaque séquence doit tamponner, quoi. Même si c'est une séquence romantique. Moi j'avais capté beaucoup de choses dans un cinéma que les gens ne regardaient pas. Que j'avais commencé à faire venir en France à travers mon magazine HK et puis la diffusion des œuvres de Hong Kong, mais les gens tout ça ne connaissaient pas très bien. Donc le film a été reçu vraiment comme un prototype en fait, comme le prototype, une espèce d'hybridation de cinéma métis qui a marché avec l'esprit de l'époque. Parce que quelque part, voilà, les gens avaient envie d'avoir un héros comme Mani. Mani, c'est vraiment le héros. Moi, je me souviens être allé voir le film au Pathé Vepler, à la place de Clichy, et la salle était remplie de gamins de banlieue, et ils étaient à fond pour Mani, quoi. Et ça me faisait plaisir parce que ça a été pensé pour eux. Il y en avait pour tout le monde, quoi. Je savais que Grégoire de Fronsac, joué par Samuel Le Bihan, plairait plus à ma mère qu'aux gamins de banlieue. Mais Mani était là pour rattraper le coup, et ainsi de suite. Mais j'ai pas fait ça comme on fait des études de la société et des différentes niches. J'ai fait ça pour que tout le monde ait quelque chose à bouffer dans le film. Comme je l'ai souvent dit, ce film-là, c'est l'équivalent du pot-au-feu.
C'est-à-dire c'est un plat populaire dans lequel il y a tout. Il y a des légumes, il y a de la viande et puis il y a l'os à moelle, quoi. Et je veux dire que pour moi c'était ça, c'est-à-dire qu'il fallait que le film soit l'équivalent d'un très bon repas populaire. Je crois qu'il est communément admis que le Pacte des loups est en fait un ovni bizarre. Un film qui peut-être n'aurait pas pu exister 6 mois avant et n'aurait sans doute pas existé 6 mois plus tard. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde est très conscient que ça a été un coup de bol que ce film existe. Et on me parle beaucoup plus de Silent Hill, par exemple, comme d'un film que les gens voudraient... voilà, parce que Silent Hill correspond aux jeux vidéo, à voilà, à l'influence japonaise, machin. Il y a quelque chose, voilà. Souvent, les gens me parlent plus de Silent Hill dans leur désir de faire du cinéma que du Pacte des loups qui leur semble être une espèce de truc, voilà, une espèce de machin qu'on ne sait pas comment aborder ou par quel angle aborder. Etc. Et puis le fait que ça soit un film en français avec toute une pléiade d'acteurs français fait aussi que les gens se rendent compte que est-ce qu'on pourrait aujourd'hui refaire un film comme ça avec les gens qui nous restent. Je crois que le fait de confronter la vieille garde à la jeune garde dans le film était super. Mais aujourd'hui, qui est la vieille garde en France ? Et je crois qu'il y a ça aussi. Je crois que le film est arrivé au bon moment. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est fracassant de le revoir et de voir tous ces gens qui ont disparu. C'est parce que justement, le film a pu saisir les derniers moments d'une série d'acteurs qui ont compté pour le cinéma français, mais qui n'allaient pas tarder en fait à disparaître. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a ça. Quelque part, c'est l'histoire aussi d'un film qui confronte des acteurs de classiques du cinéma français à des gens issus du cinéma d'auteur français. Émilie Dequesne, Jérémy Régnier, Samuel Le Bihan, et tout ça, tous venaient du cinéma d'auteur. Et puis, rencontrer Jean-Yann, Farcy, Stévenin, Hans Meyer. Pour moi, Hans Meyer, c'était l'officier allemand qui prenait le pot de peinture lâché par Bourvil au début de La Grande Vadrouille. Et je veux dire que... Et quand je lui faisais dire la réplique « Comment se porte Paris ?» et qu'on sent son accent allemand « Comment se porte Paris ?» Je veux dire, derrière la caméra, j'étais plié. Parce que c'était une façon de renvoyer à La Grande Vadrouille. Et film que j'ai vu avec mes parents quand j'avais 8 ans. Je crois que j'ai pu saisir un moment, une articulation en fait. Le passage d'une époque à une autre. Je sais que quand avec Richard Grandpierre, qui avait coproduit Le Pacte des loups, on a décidé de faire La Belle et la Bête. On pensait qu'on allait quelque part prolonger, en fait, d'une certaine manière, l'expérience du Pacte des loups. Et puis on s'est rendu compte, quand on a commencé à faire des débats avec le public, qu'en fait, c'était plus le même public que celui qu'on avait eu pour Le Pacte des loups. Par exemple, les gens me posaient une question rituelle, c'était pourquoi il n'y a pas les tasses qui chantent ? Et je leur disais, vous parlez évidemment de la version Walt Disney. Mais je leur disais, mais il y a une version en noir et blanc. Ah bon ? De Jean Cocteau. Qui ? Avec Jean Marais. Quoi ? C'est-à-dire que, d'une certaine manière, je pense que le Pacte des loups a marché parce qu'il y avait encore un public qui allait en salle qui se souvenait des contes et légendes françaises, d'un certain cinéma français qui se faisait dans les années 60. 15 ans plus tard, quand on a fait La Belle et la Bête, en fait, déjà, ce public n'était plus là. Et en fait, pour les gens que j'avais devant moi, La Belle et la Bête, c'était simplement une version pirate d'un dessin animé de Walt Disney. C'était pas du tout une volonté, quelque part, pour moi, de converser avec Jean Cocteau, qui est un de mes cinéastes favoris, et d'ailleurs auquel je rends hommage dans à peu près tous mes films, d'une manière ou d'une autre. Donc il y a ça aussi, il y a l'évolution du public aussi, qui fait que le Pacte des loups est arrivé au bon moment. Comme je dis, 5 ans plus tard, c'était peut-être pas du tout reçu de la même façon, en tout cas pas avec le même enthousiasme. Donc je crois que le public évolue très vite, évolue sans doute plus vite que nous, et qu'il ne faut jamais penser qu'on est sûr de soi, quoi. Je pense que le Pacte des loups a été un alignement des astres, ajouté à une formidable chance. D'ailleurs, c'est ce que j'essayais de dire des fois pour me défendre contre les attaques que j'avais. Je disais, mais en fait, c'est un coup de bol, le Pacte des loups. C'est un one-shot. C'est un film qui raconte, qui saisit quelque chose. Mais comme je dis bien, c'était le moment ou jamais de le faire. C'est très difficile d'analyser un tel succès.
C'est très compliqué. Et je dois avouer que pendant 20 ans, en fait, je m'y suis refusé. C'est pour ça que quand je l'ai revu là, et puis que j'ai vu les réactions des gens et qui venaient brusquement, qui arrêtaient de me parler de kung-fu dans les Pyrénées, mais me parler du message écolo du film, justement du message idéologique du film et tout ça, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, voilà, le film il existe aujourd'hui pour de bonnes raisons, qui étaient des raisons que j'avais mis au départ, mais simplement qui n'avaient pas été écoutées, parce que les gens à cette époque, la préservation de la nature ou le racisme, c'était pas quelque chose qui était si important que ça. Moi, je l'avais mis parce que ça me tenait à cœur, mais c'est aujourd'hui qu'on m'en parle. Donc, c'est bien. Je pense que c'est les scènes à l'intérieur du bordel. Les scènes à l'intérieur du bordel, elles sont très riches, non seulement en costumes, en détails, mais elles sont très riches aussi en féminité et en érotisme. Je pense qu'aujourd'hui, on ne laisserait plus quelqu'un faire ces scènes-là. Parce que simplement, c'est politiquement incorrect. C'est ce qu'on appelle le male gaze. Okay, je pense que le male gaze, il est dans ces scènes. Ces scènes, elles sont faites comme un clin d'œil à La Cité des femmes de Fellini, qui est un film sur le male gaze. Hein, on va dire les choses comme elles sont, hein, quand même. Voilà. Et je crois en 2001, quand les gens ont vu ces scènes, ils ont très bien compris que je faisais un clin d'œil à Fellini. D'ailleurs, la musique que compose Joe Lo Duca pour cette scène, qui est un long travelling sur toutes ces femmes qui regardent la caméra, c'est une espèce d'hommage, de clin d'œil à Nino Rota, le compositeur de Fellini. Et donc, quand je regarde ces scènes, je me dis non seulement c'est des scènes qui me plaisent, c'est des scènes que j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner, c'est des scènes où vraiment, voilà, j'aime la sensation qui s'en dégage, et en plus, c'est des scènes que sans doute on ne me laisserait plus faire aujourd'hui. C'est lui qui avait fait mon sketch sur Necronomicon. Tout à fait, c'est Joe Lo Duca. Alors il y a une petite histoire, Joe n'était pas le premier compositeur que je voulais. Je voulais Ennio Morricone. Ennio Morricone, c'est vraiment quelqu'un qui a accompagné toute ma vie. Donc, il n'y a pas un jour qui passe sans que j'écoute sa musique, etc. etc. C'est mon compositeur favori de musique, littéralement. Et c'est quelqu'un quand j'écris, par exemple, j'écoute des musiques de Ennio Morricone. Ce que je sais, c'est que Samuel Hadida est allé voir Ennio Morricone pour lui proposer le film. Et il a eu le malheur de lui dire. Il a eu le malheur de lui dire. Le mec qui a fait ce film, c'est votre plus grand connaisseur. Il a un mur chez lui de 33 tours, de 45 tours, de CD. Il connaît tout de vous. Et Ennio Morricone lui a dit « Jamais je ferai le film d'un mec comme ça ». Et en fait, bien sûr, parce qu'il s'est dit « Comment est-ce que je vais pouvoir donner une composition qui va satisfaire quelqu'un qui va me sortir tous les morceaux qu'il aime, les machins, etc. » Et Ennio Morricone a refusé le film. Il n'a même pas vu, il a refusé. Et j'étais choqué, quoi. J'étais choqué parce que c'est bon. Et ça me coûte encore plus aujourd'hui de le dire parce que Ennio est parti et j'aurais tellement aimé travailler avec lui. Et je pense que. Et donc j'ai pensé à Joe Lo Duca et il m'a dit écoute, il n'y a pas de souci, on va faire quelque chose. Et la musique est formidable du Pacte des Loups, elle est sensationnelle. Mais évidemment, elle cache cette occasion ratée de travailler avec mon compositeur de musique favori de tous les temps. Ça sort d'un jeu, Soul Calibur. Non, mais de toute façon, c'est un mélange de pas mal de choses. Il y a Vincent, par exemple, l'apparence de Vincent. Il y a une scène très outrée dans le film que moi j'adore personnellement. C'est le moment où il écarte sa cape et tout fantôme que tu es, je vais te couper en deux. Et il porte cette espèce d'épée engagée dans son espèce de corset, etc. Et il a des longs cheveux comme ça qui descendent, on dirait une espèce de vampire grunge, etc. Et en fait, son apparence, elle sort d'un dessin animé japonais réalisé par un mec qui s'appelle Yoshiaki Kawajiri. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, le film invite énormément de choses très Soul Calibur, une japanime, etc. Mais carrément dans les mêmes plans. D'ailleurs, c'est marrant parce que, en fait, c'est pas des choses sur lesquelles j'étais très conscient. Il y a plein de choses que je fais d'une manière très naturelle. Souvent, les gens me disent, oui, dans le Crying Freeman ou dans le Pacte des Loups, il y a trop de références. Mais je dis, mais en fait,
y aurait trop de références si j'en étais conscient quand je les faisais. Mais en fait, ça sortait comme ça. C'est-à-dire que et après coup, je disais, oh non, quand même, ça sort de là, ça sort de là, etc. Il y a beaucoup de choses que je faisais consciemment, mais il y a plein de choses que j'ai fait complètement inconsciemment. Je sais qu'il y a une séquence dans Crying Freeman où Checky Cario rencontre la Lady Yakuza dans un bois en pleine nuit. Elle est habillée en trench coat blanc et elle fume comme ça. Et il croit qu'elle est une prostituée et il commence à lui parler. Et puis avant de se rendre compte que c'est en fait une gangster. Et en fait, j'ai fait cette scène tout naturellement. Elle m'est venue tout naturellement. Et des années plus tard, je me suis rendu compte que c'était une variation sur une scène dans un bois de séquoia entre Kim Novak et James Stewart dans Vertigo d'Alfred Hitchcock. Maintenant, aujourd'hui, j'essaye plus de m'inspirer de la peinture, par exemple, quand je travaille des films, de la peinture, qui est une autre chose sur laquelle j'ai des points d'intérêt. Et c'est vrai que ça soit Silent Hill ou La Belle et la Bête, sont plus des films qui empruntent à l'héritage pictural qu'à des films en particulier, même s'il y a... voilà. Mais bon, j'ai beaucoup de points d'intérêt dans ma vie, que ça soit le comic book, que ça soit le manga, que ça soit les artworks, la peinture du 18e que j'adore et qui est souvent décriée, etc. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y a plein de choses. Mais bon, c'est des gens comme Kubrick ou comme Ridley Scott ont eux aussi, je veux dire, cette volonté de puiser à l'intérieur de l'héritage pictural, même celui qui est généralement décrié par les connaisseurs, quoi. Mais je crois qu'à un moment donné, le cinéma, c'est pas forcément un art pur, c'est aussi un art, je dirais pas vulgaire, mais en tout cas impur, oui. Puis en fait, du moment que ça produit une émotion, du moment que ça te permet d'atteindre quelque chose que le public reçoit comme une pure émotion, ben en fait, il n'y a pas à se gêner, quoi. Et puis de toute façon, on ne peut pas renier le fait qu'on a un siècle de cinéma dans le dos et on a encore plus de peinture et ainsi de suite, et encore plus de littérature. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est les gens qui viennent en me disant j'ai fait un film pur, c'est un peu compliqué quand même. Après Le Pacte des loups, je voulais faire un petit film. Un petit film qui me tenait à cœur, qui était le remake d'un film d'Henri Decoing qui s'appelle Non coupable, qui est un film avec Michel Simon. Une histoire extraordinaire. Et donc, j'ai commencé à le préparer, etc. On n'a jamais réussi à le monter. Parce que les gens étaient super excités de le lire. Et puis, quand ils le lisaient, ils disaient mais il n'y a pas de kung-fu, il n'y a pas de ralenti, il n'y a pas de scène d'action. Je disais non, c'est un polar, c'est un film noir. Mais j'avais envie de m'attaquer au film noir comme je m'étais attaqué au KPDP, c'est-à-dire d'en faire quelque chose de très surprenant, etc. Mais les gens me voyaient... à Hollywood, les gens voulaient absolument que je fasse Jurassic Park 3. Voilà, parce que y avait une bête dans mon film, alors il fallait que je filme des dinosaures, quoi. Et puis je leur avais dit après Spielberg, non, je passe pas après Spielberg, c'est pas possible, je tiendrai pas le choc. Et en fait, et puis j'avais l'intention de faire Silent Hill. Et puis après Silent Hill, qui a énormément marché aussi, après on me proposait plus que des films d'horreur. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que d'abord on vaut ce que vaut ton dernier film, ce qu'a rapporté ton dernier film, et on est souvent catalogué très facilement. Et moi, j'ai toujours eu les cinéastes que j'aime particulièrement, c'est des gens comme Michael Curtiz ou Ridley Scott, parce que c'est des gens qui font du saute-mouton à travers les genres, quoi. Et d'une certaine manière, c'est ce que j'avais envie que soit ma carrière. Donc j'avais des projets, des trucs comme ça, avec d'autres ambiances, d'autres types d'histoires et tout. Mais en fait, d'une certaine manière, j'étais marqué par les succès que j'avais fait avec Le Pacte des loups, et puis après avec Silent Hill, etc. Donc je pense que La Belle et la Bête, c'est fait parce que pour les gens, j'avais fait le Pacte des loups, et donc un film en costume, un peu féerique, ça faisait sens. Je ne crois pas que c'était autre chose. Oui, j'ai travaillé beaucoup sur Dark Agnès. Ouais. En fait, c'est une proposition de choisir dans le catalogue de Robert Howard un personnage. Et moi, en fait, j'étais fasciné par Dark Agnès, parce que Dark Agnès était le dernier personnage qu'a imaginé Robert Howard. Et le fait que ça soit une femme, et le fait que Robert Howard, qui était l'écrivain viriliste par excellence, ait fait ces deux histoires de Agnès de Chastillon à la première personne, je trouvais ça très étonnant. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il a voulu mettre, qu'est-ce qu'il a voulu exactement exprimer avec ça? Donc j'avais travaillé pour faire le film féminin, une espèce de chair et le sang féministe déchaîné, quoi.
J'avais l'idée de faire le film le plus féministe et le plus violemment féministe possible. Et le scénario était très amusant. Tu l'avais fait tout seul? Non, je l'avais fait à quatre mains. Je fais souvent à quatre mains et c'était la personne avec qui j'ai fait La Belle et la Bête, Sandra, qui est scénariste, avec qui j'ai travaillé souvent, qui avait fait le truc avec moi. Non, je voulais avoir vraiment une sensibilité féminine sur le film, vu ce que le film devait être. Mais l'idée, oui, c'était de faire une sorte de chair et le sang. Ah ben le script était fait, etc. Il a tourné, il a intéressé des gens, il y a des producteurs qui sont venus, et puis toujours pareil, il y a toujours un moment où ça prend trop de temps, et puis voilà quoi. Il y a peut-être ça aussi, le fait que quand un film prend trop de temps à se faire, ce que tu trouvais très séduisant devient brusquement moins séduisant. Tu sais, c'est comme courir après la même fille pendant trop longtemps. Un jour, tu la regardes, tu te dis, mais alors, elle n'est pas si belle que ça. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des projets, je les ai aimés comme j'ai pu aimer, oui, une femme, tu vois. Puis à un moment, elle se refuse, et puis tu te dis, bon, bah, je passe à autre chose. Je vais pas y risquer ma santé mentale, quoi. Voilà, Corto Maltese a été un projet que j'ai tenté de développer 3 fois. Et malheureusement, la 3e fois où on était proche de le faire, puisqu'il y avait même des décors qui avaient commencé à être construits, Samuel Hadida nous a quittés à ce moment-là et tout s'est fracassé, parce qu'il était vraiment l'architecte du film, l'architecte financier du film. Et c'était son rêve à lui, quoi. Il voulait faire avec Corto Maltese, il voulait faire quelque chose qui ressemble à Était une fois la Révolution, quoi. Un gros film cintré, une fresque, etc. Donc, non, c'était un projet sur lequel on a passé beaucoup de temps. On a passé pratiquement 3 ans, plus de 2 ans et demi, 3 ans sur Corto Maltese, avant que cet événement inattendu ne fracasse tout. Puis après, il y a eu le Covid. Après on s'est retrouvés. Pendant le Covid, j'ai fait qu'écrire des scénarios, puisque de toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire. Hein. On était tous coincés. Plus aucune compagnie d'assurance voulait produire un film indépendant. Donc voilà. Donc j'ai mis à profit le Covid pour écrire. Donc j'ai au moins 4 scripts d'avance là. Tout ça en écoutant Ennio Morricone. On a tous un attachement pour le cinéma italien des années 60-70, précisément parce qu'il arrivait à être pop tout en étant très très singulier et très expérimental. Et si tu poses la question ou le cinéma japonais aussi de cette même période, si tu poses la question à Quentin Tarantino, il te répondra très certainement la même chose. C'est ça qui rend ce cinéma fascinant. C'est du cinéma exclusivement commercial, avec un cahier des charges, et en même temps, les mecs se livraient à toutes les expérimentations les plus sinoc. Ma génération est fascinée par ça. On est fasciné de penser que les mecs étaient capables de faire ça, quoi. Seijun Suzuki, c'est devenu un héros pour ma génération à cause de ça. C'est-à-dire, quand on voit les films de lui, on se dit, mais comment c'est possible, quoi? Quel système a pu engendrer un cinéma qui soit à la fois aussi commercial et en même temps aussi propre à inviter les choses les plus étranges et tout ça. Aussi libre, ouais, c'est ça. Et simplement, c'est parce que personne vérifiait, quoi. Les films étaient faits à la chaîne, et puis on disait aux mecs, il faut qu'il y ait tant de scènes de bagarre, tant de scènes de cul, tant de scènes, voilà. Et puis, une fois qu'il y a ça, après tu fais ce que tu veux. Et les mecs faisaient ce qu'ils voulaient. Et les films étaient à peine regardés. Hein. On sait très bien ce qui s'est passé avec Seijun Suzuki. Les producteurs, un jour, ont eu l'idée de regarder un de ses films. C'était La Marque du Tueur, alors qu'ils ne regardaient pas ce qu'il faisait, la plupart du temps. Et puis ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Le film est un chef-d'œuvre, mais ils l'ont viré. Parce que ils se sont réalisés qu'ils produisaient des machins imbitables pour eux. Mais c'est ça qui est fascinant, quoi, c'est de penser qu'il y a eu cette liberté à un moment donné, à partir du moment où tu remplissais le film avec les scènes qui étaient demandées par les producteurs. Mais là, on parle d'un temps et on parle d'un système de production qui n'existe absolument plus. Aujourd'hui, c'est la conversation entre le producteur et le réalisateur qui prime sur tout le reste. Mais à l'époque, les mecs se pointaient au studio comme des gens sur une chaîne de montage de voitures. Oui, mais le Pack des Loups était fait de cette manière. Je dis bien, à partir du moment où j'étais sûr que le film que je voulais faire avait été validé par les deux entités de financement du film, je ne vois pas pourquoi j'allais me priver. Personne ne m'a jamais... Bien sûr que pendant le tournage, le problème du temps, et du dépassement était constant. Mais ils voyaient bien que ce n'était pas à cause de ce que je tournais, que c'était à cause des aléas climatiques.
Le fait que la même journée, on pouvait avoir la neige, le brouillard, la brume, la pluie, le soleil, ça faisait que tous les raccords étaient infaisables. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que quand Richard Grandpierre est venu pour qu'on fasse un nouveau film ensemble, je lui ai dit, quelque part, il se souvenait du cauchemar logistique qu'avait été le Pacte des Loups, et je lui ai proposé un film entièrement en studio. Je lui ai dit, on ne sortira jamais du studio. En fait, si, on est sorti juste pour une scène de chasse dans la forêt, mais la forêt, c'était la forêt du studio, donc c'était juste 5 minutes en dehors du studio. Parce que La Belle et la Bête aurait très bien pu être tournée dans les châteaux en France, etc., dans les parcs en France, dans les forêts en France, etc. Et moi, je lui ai dit, non, on va faire le film entièrement sur plateau. Et donc, on contrôlera tout, et il n'y aura pas de dépassement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On contrôlait la lumière, on contrôlait le soleil, on voulait qu'il y ait du vent, il y a du vent. Ça, on faisait ce qu'on voulait. Et du coup, il était réconforté. Bon, après, évidemment, ce qui a marqué tout le monde, c'est le moment où on a projeté la première fois le montage de La Belle et la Bête, où on voyait des gens assis sur des chaises ou accoudés à des murs, des bouts de murs ou assis sur des chaises dans des décors vides. Et il fallait imaginer qu'il y allait avoir des tables, il y allait avoir des parcs, des châteaux au-dessus d'eux, etc. Et ça, c'est vrai que c'était un truc terrifiant. Mais au moins, le film avait été fini dans les temps, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que les effets spéciaux ont pris une telle ampleur aujourd'hui dans le cinéma d'aujourd'hui. C'est parce que, quelque part, les producteurs ne veulent plus se confronter à la réalité. Ouais, je peux les comprendre, attention. Hein, quand je dis ça, je me mets pas dans la peau du Haroun Taziev des tournages, tu vois. Je me dis juste, je comprends, quoi. D'ailleurs, je pense avoir bien réagi quand j'ai dit à Richard, La Belle et la Bête va être un film contrôlé parce que entièrement sur plateau. Et je l'ai vu, parce que comme tout le monde, il avait beaucoup souffert sur le pacte, parce que c'était incontrôlable, le pacte. Qu'est-ce que tu veux dire à un réalisateur quand tu vois que le climat change constamment? On faisait un plan au soleil, et puis boum, c'était brusquement couvert. Alors on refaisait le même plan couvert, puis brusquement, il se mettait à pleuvoir. Et c'était constamment comme ça, quoi. Donc le film était incontrôlable. Il y a un truc qui n'existe plus dans le pacte et qui est somptueux, et qui est un véritable chef-d'œuvre, c'est au moment où Magny est tué, il y a une autopsie du corps de Magny par Fronsac, et tu sais, ça se passe dans une espèce de cave qui est entièrement décorée de peinture. On avait trouvé ça dans une église, et en fait, elle a brûlé. Non. Et c'était une splendeur. Et j'avais trouvé ça, et donc j'avais fait la scène spécialement dans cette salle qui était derrière l'église, et en fait ça a brûlé. Donc il reste de ce décor absolument admirable, avec toutes ces voûtes décorées d'anges et de figures pieuses, il reste que cette scène. Et donc je comprends très bien l'idée que 1900 nous permette de voir des choses qui n'existent plus, qui ont été englouties. Oui. Ouais, c'est d'ailleurs étrange à porter parce que c'est vrai que ça produit un effet très particulier. De voir ton film et de commencer à penser qu'une partie de ce film, c'est une réunion de fantômes, quoi. Quand je dis une réunion de fantômes, c'est parce qu'ils sont toujours là. On entend leur voix, on voit leur sourire, on voit leurs yeux, etc. Mais que déjà, ils sont comme un souvenir. La mort de Perrin a été vraiment un choc pour ça, parce qu'il est la voix en plus du film. Il est magnifique dans le film, il transporte cette espèce d'héritage comme ça. Et le fait de le voir disparaître, je sais que ça a été... voilà. Chacun, ça a été une émotion différente d'ailleurs. Le premier qui est parti, c'était Bernard Fresson. On le savait, il était malade. On savait qu'il était malade sur le plateau, mais c'est le premier qui est parti. Mais chaque fois qu'il y en avait un qui partait, c'était une émotion différente. Edith Scope, qui était évidemment l'actrice de Franju et tout ça, l'actrice des Yeux sans visage, et tout ça, voilà, au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'est lourd à porter pour un cinéaste. Ça produit quelque chose, surtout un cinéaste cinéphile comme moi, qui donc forcément est habitué à la mélancolie pour tout ce que j'aime, quoi. C'est clair que voilà, c'est particulier, ouais, particulier. Mais ça fait partie de notre rôle, quoi. C'est-à-dire on est aussi en partie des médiums
capable de capter et de préserver en tout cas des sensations ou des individus qui sont hors du commun, quoi. Et qu'on transporte avec nous et qu'on donne ensuite au public pour que voilà, leur image se perpétue à jamais, quoi. Ouais, bien sûr.